tiens, les pâtes à crêpotes. Ça fait plaisir de vous voir. Aujourd'hui, on tente une nouvelle série de vidéos. Je vais répondre à vos questions, vos interrogations portant sur divers sujets de la pop culture. Car oui, des questions, vous êtes chaque jour très nombreux à m'en poser. C'est pourquoi j'en profite aujourd'hui pour y répondre avec le plus grand intérêt. Et pour chaque vidéo, je répondrai à 3 questions, choisies par mes soins. Alors sans plus attendre, commençons par la première question. Salut, c'est Corentin. Voilà, moi je me posais une petite question. Vu qu'il y a et des vaisseaux spatiaux et de la magie, enfin des pouvoirs bizarres là dans Star Wars, c'est quoi du coup? C'est de la SF ou de la fantasy? Eh bien, très bonne question. Commençons par aller voir sur le Wikipédia de la saga. Bon bah là ça nous aide pas beaucoup. Pour pouvoir mettre une étiquette et genrer l'œuvre de George Lucas, parce qu'en France on aime bien mettre des étiquettes et genrer à l'infini, il faut plutôt regarder vers les genres et sous-genres de la SF et de la fantasy. Parce que oui, il y en a beaucoup. Et la question est tout à fait légitime, car la saga se déroulant dans l'espace et incluant des voyages spatiaux, on a tendance à vouloir la mettre dans la catégorie Space Opera, comme Star Trek, Stargate, Battlestar Galactica, et à raison. C'est vrai, ça en est. Mais les codes de la fantasy la placent dans une toute autre catégorie. Tout simplement la space fantasy. Bien évidemment, on va pas créer une catégorie juste pour une seule œuvre. Non. En effet, il y en a bien d'autres qui entrent dans ce sous-genre de la SF. Les maîtres de l'univers, que ce soit le dessin animé ou le film, Taarna, apparu pour la première fois dans le film Métal Hurlant, film qui était composé, comme le magazine éponyme duquel il est tiré, de plusieurs histoires principalement SF, et qui existent encore aujourd'hui sous forme de comics par exemple. On peut aussi éventuellement ranger dans la catégorie Space Fantasy les jeux Doom et Destiny. Tiens, en parlant de fantasy là, George Lucas, s'il est rôliste, ça doit être le joueur le plus chiant du monde. Moi je veux jouer un nain ninja chevalier magicien. Pire joueur. Voilà, pour répondre à ta question donc, la saga Star Wars peut rentrer dans la catégorie Space Fantasy. Deuxième question. Ouais, salut, Octave du Mans là. Moi j'avais une question. Dans les films où il y a des gens qui courent vite, mais genre très vite, et que du coup tout devient ralenti autour d'eux, pourquoi ils peuvent s'arrêter de courir et ça reste ralenti autour d'eux? C'est complètement con, non? Alors, pour cette question, pas besoin d'être Fabien Olicard pour savoir que tu as en tête le personnage de Quicksilver dans les films X-Men Days of the Future Past et X-Men Apocalypse. Bien entendu, il en existe d'autres. Mais on va prendre cet exemple-là, où ça parle à plus de monde. En effet, dans ces scènes, on voit son pouvoir, donc la vitesse, en action avec des visuels du plus bel effet. Il a donc au passage le pouvoir du money shot instantané, mais c'est une autre histoire ça. Et dans ces deux scènes, on le voit par moments être statique, mais toujours en accéléré. Genre là, là, ici, là aussi. On le voit même être encore plus rapide dans la vitesse qu'il avait déjà installée. Mais c'est quoi ça? Commençons par se visualiser la vitesse. Hyper simple. La vitesse c'est quoi? La vitesse est tout simplement la distance parcourue sur un temps donné. Qu'on visualise comme ça, la vitesse c'est la distance sur le temps. Dans ce cas, vitesse égale distance sur le temps. S'il n'y a pas la distance, il n'y a pas vitesse. Voilà. Parce que vitesse égale temps, ça veut dire que dalle. Mais alors, s'il n'y a pas vitesse, c'est pas de la vitesse. Alors, gardons dans un coin de notre tête que vitesse égale temps. Et attention, là, on entre en zone purement théorique. Visualisez-vous le pouvoir de Quicksilver. Donc, le pouvoir d'accélérer sa course et d'être lui-même plus rapide que la normale. Bien. Maintenant, prenez le total inverse de ce don. C'est-à-dire que son corps reste totalement inaffecté par quelque changement que ce soit, mais que tout le reste autre que lui est ralenti. Ça changerait la vision de la chose pour le coup. Alors oui, j'entends crier d'ici « Eh, mais c'est pas son pouvoir, la Fox c'est de la merde, je préfère d'ici, j'ai adoré Venom dans Spider-Man 3 !» J'ai utilisé ici la carte Joker adaptation, parce que quand bien même les films X-Men sont une adaptation des comics, on a le droit aussi de penser que les pouvoirs sont également adaptés de ces comics.
pour pouvoir mieux passer à l'écran. Non mais regardez la sorcière rouge dans les MCU. Parce qu'il faut pas oublier que sur du papier c'est bien, mais que ce sera pas les mêmes moyens qui seront mis en œuvre quand ça passera sur un écran. C'est adapté. Alors pour répondre à ta question, ici on ne parlera pas vraiment du pouvoir de la vitesse, mais plutôt de celui de tordre le temps et de le ralentir tout autour de toi. Et de toute façon, le temps dans les œuvres qui jouent avec, c'est souvent de la merde. Question suivante. Bonjour, Eric, je viens d'Amiens. Pourquoi River Song? Ah. Parce que le temps dans les œuvres qui jouent avec, c'est souvent de la merde. Riversong, incarné par Alex Kingston dans la série Doctor Who, est un personnage assez sujet à la controverse dans le lore de cet univers. Et pour cause, si elle est proche du Docteur, protagoniste de la série, leurs rencontres au fil des épisodes se font à contre-courant par rapport à leurs lignes temporelles respectives. Pour vous donner un exemple, l'épisode, attention ça va spoiler, de la saison 4 de la nouvelle série de 2005, Bibliothèque des Ombres, marque la première fois que le Docteur rencontre River, mais pour River, c'est la dernière fois qu'elle rencontre le Docteur. Inversement, plus tard dans la série, le Docteur rencontrera River pour la dernière fois, mais pour elle, ça sera la première. Voilà, donc comme vous pouvez l'imaginer, c'est un bordel son nom. Et d'ailleurs, attention, je spoil, ce que je viens de dire, comme quoi la dernière fois que River rencontre le Docteur, c'est la première pour le Docteur, bah ça c'est faux, parce qu'à un moment, ils se recroisent après, bref. D'ailleurs, tiens, pour que vous visualisiez bien le Dawaksei, voici une frise chronologique à lire du haut vers le bas, retraçant tous les événements qui les ont fait se rencontrer. Donc bon, voilà. Maintenant, pour répondre à la question « Pourquoi Riversong ?», j'y répondrai comme suit. Elle a été créée par Steven Moffat. Steven Moffat, qui de 2010 à 2017 a été le principal écrivain des épisodes de Doctor Who. Et durant cette période, on en a vu passer des histoires et leurs dénouements toujours plus abracadabrantesques les unes que les autres. Et si la SF ça vous dit rien et que vous connaissez pas Doctor Who, vous connaissez sûrement la série Sherlock. C'est à lui aussi qu'on la doit. Vous arrivez probablement à vous visualiser l'esprit tortueux qu'il peut avoir. Ah, il était aussi au scénario de Tintin et le secret de la licorne. Oui, absolument. Mais bon, en vrai, pour Doctor Who, il a fait pas mal de choses. Et pas en mal, hein. Les anges pleureurs, par exemple. Race de créatures des plus terrifiantes, qui ne bougent que quand on ne les regarde pas. Bon, ils sont devenus complètement incohérents au fil des épisodes, mais c'est pas vrai. Steven Moffat lui-même a avoué que Riversong était directement inspiré du personnage de Claire Upshire du roman Le temps n'est rien, ou The Time Traveler's Wife dans la langue de Shakespeare. Petite parenthèse sur cet ouvrage. Le livre nous raconte l'histoire de Henry de Temple, qui, à cause d'une maladie génétique, voyage dans le temps sans qu'il ne puisse contrôler ni l'endroit ni la date de la destination. Pendant son périple, il rencontre donc Claire qui, ne pouvant le suivre car elle n'a pas de, appelons-le un hoquet temporel, va vivre comme elle peut cette relation. Et là, ne faites pas attention aux extraits qui passent en ce moment, ça n'a rien à voir. C'est juste des passages de la série Code Quantum. Déjà parce que cette histoire m'y a fait penser, et ensuite parce que j'ai vraiment beaucoup de sympathie pour Scott Bakula. Et si vous avez la flemme de vous lire tout un livre, sachez qu'il a été adapté en film renommé chez nous Hors du temps, avec Rachel McAdams et Eric Bana. Eric Bana, que vous connaissez forcément de par son rôle inoubliable dans Hulk, où il interprétait le rôle de Bruce Banner. Non, pas celui-là. Oui, celui-là. Pour en revenir à Steven Moffat, ce n'est cependant pas la première fois qu'il aborde ce thème dans la série. En effet, il est l'auteur de ce qui est encore pour moi l'un des tout meilleurs épisodes de la série. L'épisode 4 de la saison 2, La cheminée du temps. Épisode dans lequel le docteur va rencontrer Madame de Pompadour, qui se trouve être menacée par des androïdes chelous, et va devoir sauter d'année en année dans la vie de Jeanne-Antoinette Poisson, qui va vieillir au fil du temps, mais pas le docteur. C'est l'un des épisodes les plus tristes de la série. Il est rempli de la même tristesse que j'ai quand je regarde la fin de Toy Story 3 et 4. Alors, pour répondre à ta question, pourquoi Riversong ? Eh bien, je dirais parce que Steven Moffat aime faire réfléchir le spectateur sur des situations complètement incongrues dont il est quasiment impossible de trouver des solutions logiques. Et parce qu'il aime également crier son amour à la science-fiction et au voyage dans le temps plus particulièrement.
Voilà, j'ai répondu, j'espère, avec brio à ces 3 questions. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires en me disant si vous avez aimé ou non cet épisode. Et si vous avez vous-même des questions, n'hésitez pas également à me les faire parvenir en vidéo à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans un prochain épisode de Je peux te poser 3 questions. Sur ce, merci d'avoir regardé, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de la pâte à crêpes. Salut les pâtes à capote!